C'est prêt, ça part en DHL. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Coutellerie Tourangelle. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis tout seul. Ce n'est pas faute de présence de Sylvain, c'est juste que le sujet que nous allons aborder ne le passionnait pas plus que ça, il ne se sentait pas légitime à l'aborder. Donc c'est son choix, c'est parfaitement normal. Et ça fait partie aussi de la déontologie de notre côté de ne pas s'étaler sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. Sylvain vous passe le bonjour, bien sûr. Il revient très prochainement, ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, il faudra vous contenter de moi. Donc on enchaîne tout de suite sur le sujet de la vidéo du jour qui portera sur l'aiguisage, l'entretien et en fait toute la paraphernalia qu'on peut trouver autour du monde de la coutellerie, mais aussi, puisque les sujets se recoupent, de l'entretien des armes, et des armes à feu, hein, et de l'entretien éventuellement des outils et des systèmes mécaniques, quels qu'ils soient. Ça peut être un vélo ou n'importe quoi d'autre. Vous allez voir que ça se recoupe énormément, on ne va pas s'étaler sur ces sujets-là, mais si vous avez des connaissances dans ces sujets-là, parce que vous êtes cycliste, parce que vous êtes mécanicien, parce que vous êtes artiste par exemple, sachez bien que vous avez déjà une base très solide, même si vous partez de rien dans le domaine de la coutellerie. Donc vous le constaterez au fur et à mesure de la progression de la vidéo, je suis sûr que vous allez retrouver des fondamentaux qui vont revenir très régulièrement. On va faire très simple, on va parler concept et pas matériel. Donc je ne vais pas vous présenter de références de produits en particulier, même si je vais en mentionner certaines, mais c'est plutôt vraiment présenter vraiment le concept, présenter les étapes de l'entretien d'un matériel et pas forcément des références en particulier. Donc pardonnez-nous si c'était ce que vous cherchiez. Pour l'instant, on va s'atteler à la théorie vraiment plutôt qu'à la représentation article par article. Évidemment, si vous voulez entretenir un couteau ou une arme ou n'importe quoi d'autre, il faut commencer par la nettoyer pour savoir avec quoi on travaille, pour savoir quels sont les problèmes, pour identifier visuellement les problèmes, pour savoir comment on va les résoudre. Donc si évidemment vous avez, mettons, une lame de couteau qui est pleine de colle, par exemple, parce que vous coupez beaucoup de scotch, et que vous avez de la rouille en dessous, si vous ne nettoyez pas la colle, vous ne vous apercevrez pas que vous avez de la corrosion sous la colle. Donc la première étape est toujours le nettoyage. Pour le nettoyage, on a plein d'options, et le mieux est encore de rester, à mon avis, à mon humble avis, sur des process les plus simples possibles, les plus accessibles possibles, les moins chers possibles, les moins complexes possibles. Et pour ça, la base, que nous connaissons tous, puisque ça marche pour notre corps et pour n'importe quoi d'autre, un pare-brise de voiture ou les sols d'une habitation, c'est de l'eau tiède et du savon. Voilà, tout bêtement, de l'eau tiède et du savon. Tout le monde en a, n'importe quel savon. Peut-être éviter les savons parfumés si vous êtes chasseur par exemple, et ça c'est des détails que vous maîtriserez probablement mieux que moi. Dans tous les cas, de l'eau tiède, du savon, on remplit un évier, on remplit une bassine, et on frotte tout doucement avec une brosse ou avec un bout de chiffon ou même à main nue. Attention aux lames tranchantes bien sûr, ça fera déjà très très bien le travail. Quoi que vous travaillez, qu'on soit sur un étui en cuir par exemple, des lames en carbone, des plaquettes en bois, des couteaux pliants, même en polymère, vous pouvez tout nettoyer avec de l'eau et du savon. Il faut juste bien vous assurer de les sécher ensuite. Très important de ce côté-là, j'insiste là-dessus, hein, vraiment. Et attention à l'eau bouillante, évitez l'eau bouillante. J'ai eu une très mauvaise expérience personnelle, par exemple, où je nettoyais en masse des couteaux Victorinox que je comptais revendre d'occasion, on s'en fiche. Mais les plaquettes Victorinox, par exemple, n'aiment pas du tout l'immersion dans de l'eau à plus de 70 degrés pendant plusieurs minutes. Ça les tord, ça les déforme. Ça, c'est une particularité de Victorinox, et c'est le genre de problème qu'on peut rencontrer chez d'autres marques et chez d'autres matériaux, par exemple avec le cuir. Bouillir du cuir n'est jamais une bonne idée, ça va le durcir et le rendre extrêmement rigide. Donc attention à ça. Ensuite, si on ne va pas avec un évier rempli d'eau, de l'eau et du savon, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus perfectionné, peut-être un peu plus efficace? Ça va être les nettoyeurs à ultrasons. Là, hop, je mets ça en face. On s'en fiche de la marque, ça c'est la marque Vevor, c'est une bonne marque, il y en a plein d'autres, ça se trouve chez tout le monde, nous on n'en vend pas, mais vous trouvez ça partout, c'est même pas très cher, un nettoyeur ultrason correct, ça se trouve en dessous de 200 € largement, et ça a l'énorme. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est juste en fait une cuve, voilà, tout bête, hein. C'est une cuve avec un panier pour surélever un petit peu les éléments que vous placez dans la cuve, avec un haut-parleur en fait placé sous la cuve qui va balancer les ultrasons à très haute fréquence et qui va créer de la microcavitation sur la surface des objets que vous allez immerger dans la cuve. Donc, la microcavitation, c'est juste des toutes petites bulles de gaz qui vont se former et qui vont micro-déloger les impuretés qui sont vraiment incrustées à la surface des matériaux. Donc ça n'attaque pas les matériaux eux-mêmes, c'est juste que ça désolidarise les différentes matières que vous allez trouver dans la cuve. Très intéressant pour aller chercher des toutes petites impuretés, des petits dépôts carbonés, des trucs vraiment très poisseux, très incrustés, très profonds dans des petites crevasses, par exemple sur des armes à feu.
Ça marche aussi pour des couteaux, ça marche aussi pour des petites pièces mécaniques. Les nettoyeurs à ultrasons, c'est génial, ça vaut pas très cher, et c'est extrêmement efficace. Donc n'hésitez pas à investir dans un nettoyeur à ultrasons si vous pensez en avoir l'utilité. C'est le genre de matériel qui peut vraiment changer la vie, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Évidemment, puisque nous restons dans le nettoyage, il va nous falloir des chiffons et des petites serviettes en papier, etc. Sacrificielles pour récupérer la poussière. Donc du chiffon en coton, du chiffon en microfibre, ce que vous avez qui traîne, un vieux t-shirt, des vieilles chaussettes, n'importe quoi. Ce que vous avez qui traîne, on s'en fiche. Juste des textiles. Et bien sûr, l'inénarrable serviette en papier, voilà, que ce soit du Kleenex, du PQ même si vous avez que ça, et ou alors des serviettes comme ceci, du sopalin, hein, tout bête, de essuie-tout. Un truc intéressant avec le textile quand même, vite fait, surtout avec le coton ou avec la microfibre, par rapport aux serviettes en papier, aux produits en papier, c'est qu'il arrive que les produits en papier laissent des petites fibres sur la surface que vous nettoyez. Surtout s'ils sont mouillés, ou surtout si les surfaces viennent pincer un petit peu le papier, vous pouvez éventuellement laisser des fibres à l'intérieur de ce que vous nettoyez. C'est pas toujours souhaitable. Ça va être l'intérêt des textiles comme ça, c'est qu'ils sont quand même un petit peu plus solides, un petit peu plus solidaires en eux-mêmes. Et vous avez moins tendance à laisser des petits morceaux un petit peu partout sur les pièces que vous attaquez. Donc pas hésiter à recycler des vieux t-shirts, à en faire des chiffons, c'est quand même une petite plus-value par rapport à du sopalin. Pour l'étape de nettoyage aussi, je vous ai mis un petit rouleau de ruban adhésif. Alors pourquoi le ruban adhésif? Parce que ça va vous permettre, si vous travaillez notamment sur des couteaux, de couvrir la lame de votre couteau avant de commencer à la manipuler. Si vous plongez les mains, mettons, dans l'eau, ça risque de vous ramollir la peau. Et ensuite, le moindre contact avec le tranchant, s'il n'est pas complètement émoussé, va causer des blessures, des abrasions, des perforations, etc. Donc pas hésiter à couvrir la lame, si ce n'est pas la lame qui est l'objet de vos attentions de nettoyage à ce moment-là. Pas hésiter à couvrir la lame et à travailler sur la lame, ensuite à la découvrir et à travailler sur la lame indépendamment, une fois que vous êtes sûr d'avoir bien traité le reste de votre couteau ou le reste de votre pièce métallique. Donc voilà, du duct tape ou du n'importe quoi, même du ruban de masquage tout bête, ça peut vraiment vous éviter des blessures. Donc avant de travailler sur une lame, soit vous la mettez dans l'étui, soit vous la couvrez de duct tape. Croyez-moi, ça va vous sauver ça. N'hésitez pas, ça prend 30 secondes, et c'est le genre d'étape qu'on n'a pas envie de sauter. Toujours dans la protection, paire de gants, ici des gants en nitrile, voilà, tout basique, ils sont pas stériles, hein, c'est des trucs en vrac comme ça, tout bête. Ça c'est pareil, ça peut vous protéger un petit peu des abrasions, ça peut vous protéger un petit peu des différences de température, des solvants si vous en utilisez, du savon si vous êtes un petit peu sensible dermatologiquement. Ça offre aussi un petit niveau de protection contre les coupures. Pas grand chose, mais ça aide quand même un petit peu. Donc des gants, toujours utiles, et ça évite aussi, si vous êtes plutôt là pour le coup sur des armes à feu, ou sur des couteaux qui peuvent servir pour de la cuisine ou pour vider des animaux qui sont en contact avec des tripes, où il y a un biohazard en fait, hein, voilà, un risque de contamination biologique. Ça peut vous éviter des petites infections ou des empoisonnements aux métaux lourds par exemple. Si vous manipulez beaucoup d'armes à feu, vous savez très bien que le plomb va être soluble dans ce que vous utiliserez pour le nettoyer. Ça peut vous éviter de vous permettre de limiter l'absorption des plombs, du plomb ou des métaux lourds. On continue dans le nettoyage, puisque on va quand même aborder le sujet des brosses. Le grand classique, la vieille brosse à dents, qu'on parle de couteau, qu'on parle d'armes à feu, une vieille brosse à dents, une brosse quelle qu'elle soit, en nylon ou même en fibre naturelle si vous préférez. Genre un vieux blaireau de rasage, si vous en avez un qui traîne, je ne sais quoi. C'est toujours utile pour aller chercher un petit peu les impuretés en étant sûr de préserver les surfaces. Super utile. Et sinon, des brosses à chaussures comme ça vaut rien du tout, ça se trouve partout, on en vend pour quelques euros. Ça fait très bien le travail, ça permet d'attaquer des grandes surfaces. Typiquement, si vous avez des étuis en cuir, par exemple, comme ça, qui sont un petit peu tachés, peut-être un tout petit peu moisis, ou avec que vous avez un petit peu trop imbibé de traitement de surface, de cire, par exemple, petite brosse comme ça, on vient attaquer le bord de l'étui, les petits recoins, les recoins où les coutures viennent se plonger dans le cuir, et les poils comme ça un petit peu fins en nylon vont rentrer là-dedans et vont nettoyer tout en douceur, presque sans produits chimiques, sans rien du tout, juste comme ça marche très bien. Je vous apprends pas non plus à vous servir d'une brosse, mais il y a une brosse quand même. Si vous avez l'occasion, essayez quand même d'en dédier une à l'entretien de votre matériel, c'est mieux. D'éviter de croiser les contaminations si vous avez du plomb là-dedans, ou différents types de solvants ou des huiles. Évitez d'utiliser la même brosse pour toutes les applications différentes, sinon vous allez avoir de la contamination croisée, c'est jamais souhaitable. Pour ce que ça vaut, autant en avoir plusieurs. Donc voilà, des brosses. Plutôt dans les outils, là on va sortir un petit peu du nettoyage, petite transition, dans les outils qui vont faciliter tous les process de nettoyage jusqu'à l'aiguisage, l'entretien, etc. On va avoir ce genre de choses. Donc ça, ce sont des exemples. Tout d'abord,
un plateau magnétique. C'est peut-être un petit peu haut de gamme pour la plupart des utilisateurs, et ça c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas égarer les pièces magnétiques. Donc si vous démontez un couteau par exemple, vous savez qu'il peut y avoir des ressorts, qu'il peut y avoir des petites épingles, des morceaux de plaquettes, des vis, n'importe quoi, des petits pivots, plein de choses qui peuvent se tenter de s'échapper, rouler d'une table, finir par terre, et après vous mettez 10 ans à essayer de les retrouver. Donc un petit plateau magnétique comme ça où vous mettez vos pièces au fur et à mesure que vous les extrayez de la pièce sur laquelle vous travaillez, ça vous évite de les perdre. Ça permet aussi d'avoir un fort contraste, parce que là il est noir, donc si vous mettez des pièces argentées, bleues, anodisées, n'importe quoi là-dedans, vous les retrouvez beaucoup plus facilement. Ça économise aussi les yeux si vous faites un petit peu de masse. Et éventuellement, comme elles sont magnétiques et qu'elles vont rester à leur place, de les organiser. Donc si vous démontez un couteau, que vous commencez par les visseries du manche par exemple, vous les mettez d'un côté, elles vont rester de ce côté-là. Si ensuite vous faites la visserie des plaquettes en interne, vous les mettez de l'autre côté et elles restent aussi de l'autre côté. Ça vous évite de les mélanger. Voilà. Ça, c'est super utile. Je m'y suis personnellement laissé prendre à de très nombreuses reprises. Donc c'est le genre de truc que j'utilise maintenant. Ça m'économise beaucoup de prises de tête en général. Donc voilà, un petit plateau magnétique, n'importe quoi d'autre. Ça peut être une bête serviette en papier ou un bête bandana posé sur la table qui va éviter que les pièces roulent, hein, tout simplement. Pas non plus trop se prendre la tête. Mais quelque chose pour éviter d'égarer vos pièces. Si vous les démontez, mettez-les toutes au même endroit et toutes bien où vous le savez, bien où vous vous en rappelez. Très important. On poursuit un briquet. Alors pourquoi un briquet ? Parce que le briquet, ça peut servir à plein de choses, notamment à recéler de la paracorde, ou éventuellement à très légèrement chauffer certaines pièces métalliques pour les désolidariser un petit peu, si on a un peu abusé de la Loctite par exemple, ou s'il y a de la carbonation, s'il y a de la graisse qui s'est gélifiée, qui est devenue collante, on peut travailler un tout petit peu avec de la chaleur. Donc voilà, un petit briquet à utiliser avec beaucoup de prudence. On a très vite fait de massacrer une plaquette ou de détruire un traitement thermique si on abuse de ça, mais un briquet ça peut se servir quand même. Une lampe, toujours dans les outils, une petite lampe, là une petite lampe stylo, Nightcore pour ceux qui se demanderaient. Pourquoi une lampe stylo? Ça vous permet de venir vérifier à l'intérieur d'un couteau pliant. Par exemple, si vous n'avez pas des impuretés ou si vous n'avez pas des asymétries qui seraient dans le manche, un petit ressort oublié, quelque chose qui sortirait, qui ne devrait pas sortir, ou alors une vis qui traînerait au fond du manche, je ne sais quoi, des débris métalliques, des débris de poche, ce que vous voulez. Donc une petite lampe, c'est drôlement utile. Ça permet aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de jour entre les pièces. Si vous voulez savoir si vous avez bien calé une pièce contre l'autre, si elles sont correctement serrées, vous mettez une source de lumière derrière. Si vous voyez de la lumière entre les pièces, il y a ce qu'on appelle un jour, et s'il y a un jour, c'est que les pièces ne sont pas bien plaquées les unes à l'autre. Ça peut être utile aussi. Donc une petite lampe, ça permet de voir, tout simplement d'y voir mieux quand on travaille. Et pour finir, une petite pince à épiler. Pourquoi? Tout simplement pour venir manipuler des pièces délicates. Si vous avez déjà démonté des couteaux, et si vous le regardez, il y a des grandes chances que vous ayez déjà démonté des couteaux. Vous savez que par exemple, replacer un pivot ou maintenir en place une rondelle pendant qu'on insère la lame entre les plaquettes, ce genre de choses peut être très agaçant. Donc une petite pince à épiler, comme ça, en fait juste un petit morceau rigide, de quoi que ce soit, un petit morceau de matériau rigide qui vous permet de maintenir une pièce à sa place pendant que vous travaillez avec une autre. Ça peut vraiment sauver la vie. Voilà, petite pince à épiler au passage. Et bien sûr, l'inévitable multitool, la marque que vous voulez, la taille que vous voulez, mais un multitool, c'est drôlement utile. Pas forcément pour les outils tranchants dessus, mais plutôt pour la pince, et éventuellement, si vous en avez, pour les limes diamants ou limes tout court. Parce que si vous travaillez sur des pièces métalliques, vous risquez d'avoir des petits morphiles, des petits morceaux de plastique qui se délogent par-ci par-là. Un petit coup de lime, diamant ou pas d'ailleurs, peut drôlement aider pour permettre un remontage plus doux, plus fluide et moins prise de tête. Donc voilà, petit multitool, quelques embouts fournis avec par exemple, c'est toujours bon à prendre. On a parlé nettoyage et on va bien évidemment parler restauration. Une fois que vous avez nettoyé et que vous savez avec quoi vous travaillez, vous savez quel est votre problème, il faut maintenant le résoudre et le résoudre avec les bons matériaux et les bonnes attitudes. Pour ça, plein de choses sur la table. D'abord, la corrosion, parce que c'est un très gros problème sur les couteaux, on le sait tous. J'en prends pour exemple ici un petit BPS Knives que j'ai volontairement exposé à de l'eau salée pendant un petit week-end et qui du coup a souffert un petit peu. Je vais pas vous faire l'exégèse de comment on attaquerait un truc comme ça, je vais pas le faire en vidéo, ce serait trop long, je suis désolé. Peut-être le sujet d'une vidéo prochaine dédiée, mais pas pour l'instant. Mais comment on se débarrasse de choses comme ça, de corrosion de surface, éventuellement de patines non désirées, ça va être tout simplement avec des micro-abrasifs.
Les micro-abrasifs, c'est très simple, ça va être des cristaux plus durs que le matériau sur lequel vous travaillez, donc en général plus dur que l'acier, qui par définition va être plus dur en fait que le laiton, que le cuivre, que n'importe quoi d'autre, même évidemment le plastique. Donc si ça peut travailler sur l'acier, ça travaillera sur tout le reste. Attention un petit peu à l'agressivité de ce que vous utilisez, faites des tests si vous n'êtes pas sûr de vous, mais en général, ce qui va marcher sur l'acier va marcher aussi bien, voire mieux, sur tout le reste. Donc on se prend pas la tête. Micro-abrasif donc, on va avoir plein de formats, de catégories, voilà, de tout ce que vous voulez, de présentations qui vont s'offrir à nous. Flitz Polish, je suppose que tout le monde connaît Flitz Polish. Si c'est pas le cas, c'est juste un tube, ça ressemble à du dentifrice. Faut pas vous en servir pour vous laver les dents, ne vous dites pas que si ça blanchit une lame, ça va vous blanchir les dents. Très mauvais plan. Voilà, c'est le meilleur moyen de finir aux urgences avec un empoisonnement en métaux lourds. Faites pas ça, mais le Flitz Polish c'est génial. C'est du micro-abrasif sous forme de pâte. Vous mettez ça sur un petit carré de coton, un petit bout de bandana, une petite serviette en papier. Vous pouvez même faire ça avec le doigt directement. C'est pas particulièrement toxique tant que vous ne l'avalez pas et tant que vous en étalez pas partout. Vous prenez un petit peu de Flitz Polish et vous venez caresser voilà, la surface du matériau que vous voulez débarrasser de sa corrosion de surface. Ça va drôlement aider. C'est très doux. Ça ne va pas ruiner vos finitions. Le seul caveat que je poserai avec Flitz Polish, c'est si vous avez des finitions de lame particulièrement sensibles et particulièrement haut de gamme, typiquement du stonewash extrêmement fin ou du dark stonewash extrêmement fin par exemple, le Flitz Polish peut avoir tendance, si vous êtes un petit peu trop agressif, à éclaircir ce genre de finition. Donc après, vous allez avoir un contexte, en fait, un blêmissement, une différence de finition sur la zone que vous avez travaillée et sur la zone que vous n'avez pas touchée. Donc attention à ça, il faut y aller très progressivement si vous êtes dans ce cas-là, ou alors utiliser des méthodes beaucoup plus douces comme un chiffon nu, par exemple, dépourvu de toute espèce de produit, juste un chiffon microfibre et on frotte comme ça, ou même l'ongle, par exemple, tout bêtement. C'est peut-être plus prudent que du Flitz Polish, en tout cas pour commencer. Sinon, tout le monde connaît. Pâte abrasive, donc ça c'est de la pâte à polir, hein, tout simplement, c'est la marque Luxor, c'est très bien, il y en a plein d'autres. Celle-là c'est une version relativement agressive, ça travaillera plus vite, ça fera un résultat un petit peu plus brut. L'avantage c'est que sur des attaques comme ça, il faut quelque chose de quand même un petit peu costaud. Donc Luxor, pâte à polir, ça c'est tout bête, on peut le frotter directement sur la lame, on peut le frotter directement sur les plaquettes, sur une vis, sur n'importe quoi, même sur des plaquettes en bois, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Et ça va vous permettre de très légèrement abrader la surface, peut-être retrouver un petit peu de polissage, un aspect peut-être un petit peu plus neuf. Ou si vous avez de la contamination de surface, par exemple sur des plaquettes en bois, avec mettons du sang, parce que vous êtes coupé, ou du sang d'animal par exemple, éventuellement de la graisse, éventuellement de l'huile, par exemple de l'huile moteur, peut-être du charbon. Ça va être très solide, c'est intéressant parce que ça ne fond pas au soleil et ça ne s'écrase pas. Donc si vous avez ça dans des kits d'entretien nomade par exemple, ça va être une forme très stable de micro-abrasion. C'est une utilisation parmi d'autres et évidemment vous pouvez vous en servir sur des cuirs, sur une ceinture, sur même la paume de votre main, sur un jean ou sur un morceau de bois que vous auriez aplati au préalable et ça vous permet d'entretenir évidemment votre lame. Petit compromis entre les deux, donc là on était sur un format un peu craie, très solide et ici sur un format tube très liquide. Alors on va avoir un compromis, c'est la marque Wicked Wax et là c'est leur produit Wicked Clean. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une petite boîte, toute bête, avec dedans, pareil, du micro-abrasif en suspension dans un média gras. Et ça, c'est tout bête, c'est un compromis entre les deux, c'est quelque chose de pas trop liquide et en même temps relativement solide. Ça peut être intéressant pour éviter d'en gâcher ou pour éviter que ça s'étale et que ça finisse sur des surfaces qu'on n'a pas envie d'attaquer. Accessoirement, si vous êtes dans la nature ou si vous y avez accès pour une raison quelconque, mettons que vous fassiez de l'art, de la sculpture, de la poterie, je ne sais quoi, vous allez pouvoir faire en gros exactement la même chose avec de la glaise, avec de l'argile, avec du limon, même avec de la terre ou du sable, qu'avec ça. Voilà. Alors je ne le recommande pas bien sûr, déjà parce que je veux en vendre, et surtout parce que ça c'est quand même beaucoup plus maîtrisé en termes de granulométrie, et beaucoup plus accessible, et beaucoup mieux conditionné qu'une poignée de sable. Et si vous êtes désespéré en survie sur une île déserte, sachez que vous pouvez entretenir la surface de votre couteau avec une poignée de sable, il ne faut pas hésiter. Par contre, il faudra refaire le tranchant ensuite, à ne pas oublier bien sûr. Là on était sur la corrosion, ou éventuellement sur la patine, formation de patine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Évidemment comme problème, on peut avoir des problèmes d'accumulation de corps étrangers, typiquement du sang, j'en ai déjà parlé, de la graisse, éventuellement de la colle, de la résine, tous ces trucs-là voilà, qui finissent sur notre couteau, dans notre étui, sur la surface de l'étui, voire même sur nos mains, voire même sur les vêtements. Quand on se sert de notre couteau d'une manière ou d'une autre, dans la nature ou pas, on peut avoir ce genre de contamination, et ça se traite grosso modo de la même manière à chaque fois. Donc là, je vous mets pareil des exemples de concepts. Et vous pouvez traiter le problème de différentes manières. Ça, c'est juste pour illustrer. Voilà. Donc, les solvants.
Très important, les solvants, ça va nous aider pour le goudron, pour la résine, pour la colle, etc. Pour l'époxy, si vous travaillez avec de l'époxy, même pour des résidus de caoutchouc, de silicone, par exemple, si vous avez des trucs qui se mettent à fondre sur vos lames parce qu'il fait particulièrement chaud, parce que vous les avez échauffés en taillant du bois très très fort, vous aurez évidemment la nécessité d'utiliser des solvants. Le plus simple, le plus bête, le plus accessible aux commandes des mortels, on en vend, on n'est pas les seuls, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces, ça va être de l'alcool ménager, tout bêtement. Je ne parle pas d'alcool isopropylique, je ne rentre pas dans des détails comme ça, même si ça marche très bien. De l'alcool ménager, tout bête, ça fera aussi bien le travail, ce sera moins cher et peut-être un peu moins toxique. Donc de l'alcool ménager, ici on est sur une solution à 94%, ça va permettre de dissoudre quasiment tout, sauf peut-être certaines époxys et certains plastiques fondus. En gros. Mais ça c'est vraiment génial, c'est super pas cher, ça se présente en liquide, ça sert à d'autres choses, vous pouvez allumer un réchaud avec, ça peut servir d'allume-feu, ça peut servir de carburant pour, mettons, un réchaud Trangia par exemple, un réchaud à alcool, donc c'est trop bien, et ça sent même pas trop mauvais, contrairement à certains autres produits qu'on peut avoir ici. Le nettoyant frein, alors ça c'est du nettoyant frein particulièrement haut de gamme, c'est les collègues de l'Armurerie qui me l'ont transmis, c'est extrêmement efficace, c'est aussi nettement plus cher que du nettoyant frein de base, mais c'est extrêmement efficace, ça va être très agressif. Attention si vous avez des plaquettes en plastique d'entrée de gamme par exemple, des rondelles en nylon par exemple sur le pivot d'un couteau pliant, si vous avez des étuis en plastique dont vous ne connaissez pas exactement la composition, ce genre de truc peut avoir tendance, surtout si vous en utilisez beaucoup sur une très longue période à la surface de votre étui par exemple, ça peut avoir tendance à ronger un petit peu le plastique. Voilà. Donc ce sera des dégâts cosmétiques, ce ne sera pas en profondeur, ça ne va pas altérer les propriétés du matériau, mais en surface vous allez le voir. Ça risque de polir un petit peu la surface, de le dissoudre très légèrement et de le rendre brillant. Si vous avez des définitions gaufrées par exemple à la surface d'un étui comme un étui de Mora, typiquement, si vous voyez ce que je veux dire, ça risque d'attaquer la surface si vous le laissez agir trop longtemps ou si vous frottez trop vigoureusement. Donc attention avec ça, c'est extrêmement efficace, c'est plutôt pensé pour les flingues, ça marche extrêmement bien pour ce pourquoi c'est pensé. Donc attention avec les couteaux, mais c'est extrêmement efficace si vous avez de la résine sur une lame par exemple, ça l'enlève en 3 secondes top chrono. Donc ça vaut son prix, et l'avantage c'est que c'est sous pression. Donc vous pouvez envoyer ça au fond d'un étui, vous pouvez envoyer ça dans un pivot sans avoir à démonter votre lame. Ça vous permet de résoudre, pareil, 90% des problèmes sans avoir à attaquer la mécanique, juste à l'extérieur comme ça. On continue toujours avec des solvants bien sûr. Un truc pareil, beaucoup d'amateurs de coutellerie, d'outdoor et d'armurerie, etc. vont avoir chez eux, ça va être en fait du naphta. Donc, si vous êtes mécano, évidemment, vous savez ce que c'est, et vous savez que vous en avez, sans doute par bidon de 5 litres. Ça, c'est de l'essence à Zippo. En fait, c'est ni plus ni moins que du naphta à 95%, avec quelques additifs bien sympas, mais en gros du naphta, et ça fait très bien le travail. Donc, si vous portez un Zippo, si vous avez ça à la maison, sachez bien que ça, c'est du solvant, hein, c'est l'équivalent en gros, plus ou moins de ça. Hein, c'est des hydrocarbures, plus ou moins, et ça fait très bien le travail. Ça sent un petit peu fort et c'est un petit peu agressif pour les mains. On revient aux histoires de gants en nitrile de tout à l'heure, ça peut dessécher un petit peu les mains. Mais c'est extrêmement efficace et ça va être un peu moins agressif que le nettoyant frein. Donc ça peut être un bon compromis aussi. Et l'avantage, c'est que si vous avez ça dans le sac quand vous partez en excursion, ça sert d'allume-feu, ça sert d'essence évidemment pour le briquet, et ça sert aussi de produit d'entretien. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est pas cher et c'est très bien conditionné aussi, c'est tout petit, ça rentre dans un petit kit d'entretien, c'est fantastique. Moi j'aime bien les trucs un petit peu conditionnés sympas, tout plat comme ça, un petit peu noble dans des contenants réutilisables, c'est toujours agréable, il y a une petite philosophie de vie dans le processus de nettoyage que j'aime bien. Donc voilà, ce genre de choses, ça peut être sympa aussi. Toujours venant des gars de l'Armurerie, du savon, du bon vieux savon. Alors ça pareil, c'est comme le nettoyant frein de tout à l'heure, c'est pas exactement du savon, c'est un petit peu plus énervé que ça, un petit peu plus haut de gamme, mais dans l'esprit, c'est du savon et ça s'utilise pour les mêmes choses, c'est juste que ça fait mieux le travail, plus vite et avec moins de risques. Mais c'est du savon. Ça, c'est du savon en gros de mécano. Donc celui-ci n'est pas microbillé, il n'y a pas de micro-abrasif dedans, c'est du pur chimique, mais ça permet de se nettoyer les mains ou éventuellement de nettoyer des surfaces, par exemple du cuir, une fois qu'ils ont bien servi et qu'ils le méritent, voilà tout simplement. Donc ça c'est super si vous avez encore une fois de la résine, du goudron, des dépôts métalliques, de l'émail de fer, ou je ne sais quoi sur les mains, et vous voulez purifier tout ça, ou même si vous avez entretenu quelque chose et que vous avez des dépôts non identifiés sur les mains, vous voulez être sûr de repartir à zéro, d'avoir les mains bien propres pour pas avoir d'irritation,
pas faire de réaction allergique, etc. Vous utilisez ça, c'est génial. C'est le Military Soap, c'est super, c'est du 3 en 1, c'est pas trop cher et c'est pas mal. Dernière mention honorable quand même, restauration, important, on va quand même pas passer à la suite sans ça. WD-40. Alors le WD-40, c'est un petit peu une exception à toutes les catégories que j'ai là, parce qu'en fait ça fait tout et ça fait tout très bien. Et en plus ça fait tout très bien pour même pas particulièrement cher. Donc ça c'est génial. Pareil, c'est un allume-feu, c'est un solvant, c'est un lubrifiant, c'est un chasseur d'eau. C'est trop bien, c'est génial le WD-40. Moi j'utilise énormément ces trucs-là, ça marche même pour du cuir, ça marche même pour des flingues. Ça résiste moyennement à la très haute température. Donc si vous avez tendance à pousser vos armes à très haute température, ça va avoir tendance soit à gélifier, soit à s'évaporer. Vous allez perdre en pouvoir lubrifiant. Donc c'est pas strictement un lubrifiant, c'est pas strictement un solvant, c'est pas strictement un nettoyant, c'est un petit peu de tout, et comme tout ce qui cherche à tout faire, c'est parfait dans rien, dans aucun rôle. Mais si vous cherchiez un compromis sans vous prendre la tête, et un seul produit pour grosso modo tout faire, c'est ça. On va passer maintenant à l'aiguisage. J'arrête tout, je vous arrête tout de suite, je vous vois venir avec les définitions aiguisage, rémoulage, affûtage, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, par pitié. Faites-le en commentaire si ça vous passionne, mais moi je rentre pas là-dedans. Je mets tout dans la catégorie aiguisage, et puis ça suffira pour une vidéo succincte comme celle-ci. Okay, donc l'aiguisage, quelques systèmes, quelques philosophies, encore une fois, je ne vais pas présenter d'articles, je présente des philosophies, rappelez-le vous. Très important. Évidemment, on va commencer par l'aiguisage à main. L'aiguisage à main, ça peut se faire avec des pierres. Ici, on a une CC4 de chez Falkniven et une DC4 de chez Falkniven. Pourquoi ces deux-là? Déjà parce que c'est des références sur le marché, parce qu'elles viennent avec un étui en cuir que vous pouvez charger en pâte à polir et servir de cuir à polir, bien sûr, et parce que vous avez deux philosophies là-dessus. Une face est identique, ça va être de la céramique au saphir avec la même granulométrie sur les deux produits. Par contre, elle représente très bien deux philosophies, qui va être la philosophie céramique et la philosophie diamant. Pour ce qui est du type de matériau que ça va attaquer, on parle d'inox, haut de gamme, pas haut de gamme, de teneur en carbure, de je ne sais quoi dans votre acier. La céramique et le diamant vont faire le même travail, c'est juste qu'ils vont pas le faire aussi vite. Je simplifie, mais en gros c'est ça. Généralement, pour avoir des très grosses granulométries en céramique, des choses qui attaquent très vite, qui vont retirer beaucoup de matériaux, c'est quasiment impossible, ou alors extrêmement cher, ou alors avec une durée de vie très basse. Donc là, on va plutôt passer sur du diamant. Donc si votre but est d'enlever du matériau, donc en fait de faire du rémoulage, d'enlever vraiment du matériau, de reprofiler un tranchant, de récupérer, ou alors de travailler sur des outils particulièrement massifs, typiquement une hache à fendre par exemple, s'il faut vraiment enlever du matériau, vous allez vouloir aller sur du diamant. Déjà parce que ça va durer plus longtemps, parce que ce sera moins fragile, et parce que ça va enlever plus de matériaux plus vite, moins fatigant. Donc le diamant, c'est trop bien, c'est le meilleur rapport qualité-prix quand il s'agit d'enlever de la matière et de l'enlever vite. Voilà. Diamant. Céramique, c'est l'inverse. La granulométrie est tellement fine que vous n'allez pas pouvoir enlever de matière. Donc vous allez pouvoir raffiner des tranchants, vous allez pouvoir récupérer des tranchants qui ne sont pas abîmés, donc les sublimer, mais vous n'allez pas pouvoir les ressusciter à partir de rien avec juste de la céramique. C'est quasiment impossible, surtout sur des alliages modernes à très haute teneur en carbure. Donc la céramique a réservé vraiment à l'entretien soit extrêmement régulier, soit à des retouches très ponctuelles d'acier haut de gamme. Petit système aussi portable, des exemples que vous pouvez bricoler vous-même. Je ne sais même pas la marque de ce truc-là. Voilà, Ibex. Voilà, je ne connais pas ça, Ibex. Je m'en sers pas. C'était juste un exemple d'illustration. On a une pierre et de l'autre côté, on a un cuir. Donc un combo, c'est exactement le combo que j'avais mentionné avec la Falkniven ici, avec une surface cuir à charger en pâte à polir et ensuite deux surfaces ici pour travailler votre acier. Ici, c'est exactement le même concept. Vous pouvez vous fabriquer ça avec un bout de pierre à faux de grand-père qui est tombé par terre et qui est cassé en 1000 morceaux et un bout de vieille ceinture. Vous collez ça sur un morceau de carton, ça n'a même pas besoin d'être du bois, et vous avez déjà quelque chose de très polyvalent qui va vous durer super longtemps et qui va faire le travail. Donc l'aiguisage, il n'y a pas besoin de mettre des fortunes. Vous pouvez mettre des fortunes, vous aurez des résultats à la hauteur du budget que vous investirez, et si votre but c'est de couper des trucs, il n'y a pas besoin de mettre des fortunes. Il faut juste faire preuve d'un peu de patience, de régularité, de discipline, et ça fera très bien le travail. Voilà. C'est comme le tir. Voilà. On prend une arme, on se met en sécurité, on tire. L'aiguisage, c'est pareil. On prend un couteau, on se met en sécurité, on ne met pas les doigts devant, et on aiguise, et à la fin, on aura toujours un meilleur résultat que ceux avec quoi on est parti. Voilà, c'est tout. Ne vous prenez pas la tête. Si vous êtes débutant, commencez, voilà, débutez justement, et après vous progresserez naturellement. Peut-être à éviter de faire avec un Benchmade à 300 € ou un custom irremplaçable, mais lancez-vous quand même.
n'hésitez pas. Donc voilà, des petits systèmes semi-improvisés comme ça, c'est génial, ça rentre dans la poche et ça fait 90% du travail d'aiguisage, encore une fois. Dans le genre petit kit, parce que j'aime bien les petits kits, je suis pas responsable outdoor pour rien, donc j'aime bien les petits kits, j'aime bien les petits trucs bien organisés, les petits écosystèmes autosuffisants, ça me plaît. Ça c'est ce que j'ai en fait derrière mon bureau au boulot, tout simplement pour récupérer soit les couteaux des collègues, soit les couteaux des clients d'armurerie qui passent vite fait de temps en temps, etc. Ou mon propre couteau, hein, très souvent. Et c'est ça que j'ai derrière le bureau. Donc, tout bêtement, ça consiste en des pierres de récupération Lansky que j'ai récupérées en SAV, tout bêtement. Là, un cuir chargé, qui a bien servi, hein, on peut le voir. Ici, une pierre naturelle, c'est pas une pierre naturelle, c'est une pierre synthétique, mais avec un effet pierre naturelle, d'un grain moyen, ça va être à peu près du 240, ça je crois, peut-être un peu plus. Une pierre au diamant. Pourquoi une surface au diamant? Parce que j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement agressif. Et quand on se sert d'un couteau, on sait que les tranchants souffrent énormément. On se retrouve avec des tranchants qui finissent extrêmement plats ou qui finissent abîmés avec des petites chips, des trucs comme ça. Et ça, le seul moyen de les enlever, c'est d'attaquer agressivement. Pour ça, j'ai toujours une pierre au diamant de granulométrie très grossière. Voilà. Donc, petite pierre au diamant. Et pour les serrations, parce qu'on n'est jamais à l'abri de devoir travailler sur des serrations ou des recurves, pareil, j'ai récupéré sur un système, je crois que c'est du Lansky aussi qui traînait à la maison, 3 petites tiges en céramique, toutes bêtes. Donc ça c'est du fin, ça c'est du médium, et ça c'est du diamant un peu plus agressif. Pareil, si vous aimez les petites excursions en nature, que vous voulez quelque chose pour entretenir votre tranchant, si vous travaillez un petit peu plus intensément que prévu par exemple, une simple tige en diamant comme ceci, et une petite tige en céramique comme ceci pour finir, et après un petit coup de strop sur la jambe du pantalon, ça suffit largement. Ça fera le taf, ça coûte rien, c'est limite de la récupération, c'est limite gratuit, et ça fait le boulot. On a parlé tout à l'heure, quand on parlait nettoyage, on a parlé des systèmes à main, puis ensuite du nettoyeur à ultrasons pour les systèmes électriques. Là c'est pareil, on a parlé des systèmes à main, et on va aller un petit peu sur les systèmes électriques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un système électrique, c'est juste une roue en cuir, toute bête, mais ce qui s'adapte sur grosso modo n'importe quelle perceuse à main, qu'elle soit sans fil ou pas. Hein. C'est juste une roue en cuir, percée au milieu, un petit axe ici, de la marque Powerstrop, et on vous fournit deux morceaux de pâte à polir relativement grossière avec. Et ça permet de Powerstrop, hein, ce qu'on appelle Powerstrop, c'est pas pour rien que c'est marqué là. Hein. Donc c'est tout simplement un passage au cuir, mais électrique, donc beaucoup plus rapide. Peut-être beaucoup plus agressif, nettement, et peut-être un peu plus reproductible si vous faites de la masse. Si vous avez toute une batterie de couteaux de cuisine à aiguiser, ce genre d'investissement peut se justifier très largement. Donc voilà, du Powerstrop, ça marche extrêmement bien. J'en ai une que j'ai depuis plus de 12 ans, je crois, et elle fait toujours aussi bien le travail que le jour où je l'ai acheté. Donc c'est super, c'est indestructible, hein, ces trucs-là, à moins que vous le laissiez vraiment moisir ou vraiment pourrir pendant des années dans la flotte. C'est indestructible, ça vous fera une vie, et c'est super. Et encore une fois, ça s'adapte sur basiquement n'importe quelle perceuse. Ça peut même se mettre sur une perceuse à colonne, et ça peut même se mettre sur un truc à main, avec une pédale ou je ne sais quoi, avec une courroie. Ça fera le taf, et ça fait le taf très bien. Pour finir la section aiguisage, 2 mentions honorables. Là, je vais présenter des produits, voilà, petite exception à la règle. C'est aussi des philosophies. Donc 2 mentions honorables, 2 absolus ténors du marché, que vous connaissez peut-être aussi bien que nous, parce que ça part très bien, et c'est pas pour rien. Ici, on est sur le Guided Field Sharpener. Le Guided Field Sharpener, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que ça représente tout le monde de l'aiguisage et toutes les techniques d'aiguisage en un. C'est vraiment incroyable. Vous avez 2 granulométries au diamant, vous avez une tige céramique qui va aussi faire céramique agressive et qui va aussi faire les hameçons et les serrations. Voilà. Petite tige, juste ici, ça se verra pas, mais c'est pas grave. Petite tige à serration ici pour les serrations très fines. Et un cuir. Voilà. Sans parler du petit contenant à l'intérieur pour mettre soit votre pâte à polir et la clé pour les pointes de flèche. Il y a ça à l'intérieur, on s'en fiche. Ici, vous avez un cuir aussi qui est intégré et des guides d'angle qui vont bien. Ça, c'est génial. Là-dedans, vous avez une trousse à outils d'aiguisage en un seul produit. C'est super. Il y a une raison si on en vend des tonnes. Il y a une raison si c'est devenu la référence absolue dans sa catégorie depuis qu'il est sorti. Et il y a une raison s'il n'a pas été modifié depuis qu'il est sorti non plus. C'est parce qu'il a été conçu parfait et qu'il est toujours aussi parfait. Si vous ne devez acheter qu'un seul système à main, c'est ça. Voilà. Commencez par ça, c'est déjà très bien. Et ici, Victorinox, petit aiguiseur aussi. Là, on est plutôt sur un format stylo. C'est génial parce que ça rentre dans la poche. Ça rentre dans n'importe quel kit. Ça peut rentrer dans mon petit kit perso derrière le bureau. Donc ça, c'est super. Vous avez une tige céramique à l'intérieur et vous avez un petit V à l'extrémité, toujours en céramique, pour les retouches où on ne connaît tout simplement pas l'angle du couteau, où on ne veut pas se prendre la tête à trouver l'angle du couteau, tout bêtement. Ou si vous ne voulez pas contaminer votre tige céramique, si votre lame est particulièrement dégoûtante. Ça, c'est encore un autre problème, ce sont des détails. Bref, aiguiseur céramique sous format stylo de chez Victorinox, ça vaut rien du tout.
c'est super, ça dure une vie. Encore une fois, la céramique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'use pas quand on s'en sert, à moins de la casser, mais sinon ça ne s'use pas quand on s'en sert, ça dure une vie. Voilà. Ça se nettoie avec une éponge et de l'eau, tout bête. Voilà, vous allez nettoyer la surface, vous allez libérer les pores de la céramique et elle va repartir comme en 14, elle sera encore neuve. Donc c'est génial la céramique, c'est super, surtout qualité Victorinox comme ça, garantie. Le Victorinox, peut-être pas pour commencer, peut-être pour les confirmés qui chercheraient à minimaliser leur système, ça c'est super. Et le Worksharp pour ceux qui éventuellement chercheraient à commencer sans se ruiner, sans se prendre la tête et en restant relativement guidé et sans prendre 3 mètres cubes d'espace de matériel. On va finir à la dernière étape que j'ai appelée l'étape stockage. Bon, stockage, c'est une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? Comment on clôt le process? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien travailler en processus, j'aime bien m'impliquer dans ce que je fais, j'aime bien être présent dans le moment, vivre chaque instant comme si c'était le dernier, si vous voulez, et on peut le faire de manière très zen quand on fait de l'entretien et de l'aiguisage, et pour tout ce qui est processus un peu méditatif comme ça, il faut le clore d'une manière ou d'une autre. Donc je traite cette 4e étape, je l'appelle l'étape stockage, mais en fait c'est l'étape finition, l'étape bouclage de boucle. Voilà. Donc pour le stockage, il va nous falloir de la lubrification, surtout pour les couteaux pliants ou les systèmes mécaniques mobiles, et il va nous falloir de la protection, voilà, pour le stockage à long terme ou pour repartir sur le terrain dans les meilleures conditions en étant sûr que au moment où on a besoin de son matériel, qu'il performe à 2000%. Donc pour ce qui est de la lubrification, on va avoir plein de systèmes. Encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder sur les articles, sur les références individuelles, plutôt sur les concepts. Donc j'ai des exemples de concepts, des représentations, ici sur la table. Je suis sûr que vous allez reconnaître énormément de marques. Pour commencer, le WD-40 qui refait un petit passage, voilà, très très bien, parce que ça, encore une fois, ça fait tout. Donc WD-40, voilà. Maintenant qu'on a éliminé celui qui gagne par défaut si on le garde sur la table, on va parler du reste. Lubrifiant silicone. C'est complètement hypoallergénique, c'est complètement biocompatible, ça ne sent pas, ça n'a aucune odeur, voilà, et ça ne reste même pas sur les surfaces. Donc ça, c'est absolument dingue. Ça va vous permettre de lubrifier, de nettoyer et de protéger, mais sur un laps de temps relativement court, on va dire quelques jours à quelques semaines. Le lubrifiant silicone, ça se dissipe très rapidement, donc c'est super, et en plus c'est totalement biocompatible. Si vous devez vous servir de votre couteau pour de l'alimentaire par exemple, de manière impromptue, mettons que ce soit pas votre couteau de cuisine, c'est pas votre couteau alimentaire, mais voilà, vous êtes en randonnée, vous êtes pris de court, il faut couper le saucisson, personne n'a de couteau, vous êtes le seul préparé, vous avez mis du lubrifiant silicone dessus pour éviter la corrosion, et ben c'est pas grave, vous pouvez couper quand même, voilà, ça va pas vous tuer tout de suite. Donc lubrifiant silicone, c'est génial, et c'est vraiment pas cher, et ça se trouve partout. Ça, c'est de l'huile pour cuire. Voilà, donc toute bête. Comme toutes les huiles pour cuire, c'est en général très biocompatible aussi, vraiment pas cher non plus, avec une odeur généralement contenue, pas forcément inexistante, mais contenue. Donc ça, c'est pas mal, et évidemment, ça peut servir pour le cuir. Donc, avec de l'huile pour cuire, on peut faire les plaquettes en bois, on peut faire la lame pour protéger la lame, on peut même lubrifier un pivot sans problème, et on peut aussi non seulement nettoyer, non seulement restaurer la brillance et la vivacité de la teinte du cuir, mais on peut aussi évidemment l'assouplir et lui permettre de durer un petit peu plus longtemps dans le temps. Donc ça c'est génial, de l'huile pour cuire, ça se présente généralement dans des petits contenants comme ça permet d'être relativement transportable, c'est plutôt étanche, ça va pas trop fuir, c'est génial, c'est pas cher, ça fait aussi bien le travail que du WD-40 ou que du silicone. Donc quand je vous dis qu'il faut pas se prendre la tête sur les matériaux, sur les 50 000 produits, sur les différentes étapes, etc., c'est vraiment qu'il ne faut pas se prendre la tête. 90% de ce que j'ai sur la table fait le boulot des autres 90% de ce que j'ai sur la table. Ce que vous savez fonctionne. Voilà, faites-vous confiance. En matière d'aiguisage, en matière d'entretien, ce que vous savez fonctionne. Si vous avez un doute, vous faites un petit test dans une zone qu'on ne voit pas, et si ça foire, vous aurez appris quelque chose, parce que c'est par l'échec qu'on apprend le plus, tout le monde le sait. Ça va puer si vous mettez sur des armes à feu et que vous chauffez votre arme, ça va puer. C'est pas que ça va pas marcher, c'est que ça va puer. Donc faut le savoir, voilà, ça sent le sein doux brûlé. Donc c'est pas que ça marche pas, c'est juste pas recommandé, parce que ça pue. Voilà. De l'huile pour cuire juste au passage. Ça c'est du Tough Glide. Là on va directement à l'inverse de ça ou du silicone, on va complètement à l'inverse parce que ça c'est méga toxique. Voilà. Donc, ça c'est pas du tout recommandé pour les couteaux alimentaires, c'est pas recommandé à se mettre dans les yeux, c'est pas du tout recommandé à avaler, et si vous pouvez éviter de vous en mettre sur les doigts, c'est d'autant mieux, surtout si vous êtes un petit peu sensible. Donc ça par contre, ça a une propriété absolument incroyable, c'est que ça protège de manière sèche. Et ouais. Et c'est pas non plus de la graphite ou je ne sais quoi, c'est complètement liquide, hein. Je sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra, c'est liquide, et en fait ça laisse un film, un microfilm, voilà, vraiment de 3 molécules d'épaisseur hein, à la surface de votre matériau, quel que soit le matériau, ça peut être du bois, ça peut être de l'acier, du laiton, n'importe quoi d'autre, même du plastique, et ça laisse donc un microfilm à la surface du matériau, ça va le rendre
légèrement résistant à l'eau. Voilà. C'est pas complètement hydrofuge, mais un peu quand même. Et ça va protéger évidemment de la corrosion, en fait, de l'oxygène, tout simplement, donc de l'oxydation d'une manière ou d'une autre, et évidemment de la corrosion, puisque c'est un petit peu hydrofuge aussi. Donc c'est super pour ça. Ça va éviter aussi que la crasse s'incruste trop profondément. C'est vraiment génial pour séparer vos outils de l'environnement, en fait. Par contre, c'est biotoxique, donc attention à ça. Mais Tough Glide, c'est génial. Avec ça, vous faites une vie. Hein. Si vous vous demandez pourquoi c'est aussi cher pour une petite fiole comme ça, c'est parce que ça va vous durer une vie, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est génial. Ça marche aussi pour les armes à feu, hein, pas de souci là-dessus. Nano Oil, qu'est-ce que ça représente? La marque Nano Oil est géniale, mais en fait, on s'en fiche. Ça peut être n'importe quelle huile pour couteau. Ça représente de l'huile pour couteau. Voilà. Généralement, qui se présente avec une petite aiguille de précision, bien sûr, pour aller mettre l'huile juste où on le veut et pas où on le veut pas. Et c'est trop bien. Même chose, à utiliser avec parcimonie, ça va vous faire une vie, aucun problème. Ça périme jamais, ça devient jamais rance, ça craint pas ni le froid ni le chaud. C'est super, Nano Oil, c'est fait pour ça. Et c'est dans un format très transportable que vous pouvez mettre dans un kit, etc. Nano Oil, c'est génial. Pourquoi Nano Oil aussi? Parce que si vous avez, mettons, un couteau pliant, n'est-ce pas? Je suis sûr que certains d'entre vous ont un couteau pliant. C'est quand même une assumption légitime de ma part. Donc si vous nous regardez, c'est que vous avez peut-être un couteau pliant. Et si vous avez un couteau pliant, vous avez un pivot dedans. Et si vous avez un pivot, c'est qu'il faut le lubrifier. Le problème, c'est que souvent dans les couteaux pliants, on veut lubrifier le pivot et pas tout le reste. Voilà. Parce que si on met de l'huile là-dedans et que ça se met à dégueuler par le pivot sur les plaquettes, ça peut être moche, ça peut tacher des plaquettes si elles sont en bois ou en plastique par exemple, ça va sur les doigts, c'est pas agréable, et ça peut même aller dans les systèmes de verrouillage et compromettre très légèrement la qualité du verrouillage de votre couteau pliant. Donc c'est pas le but. Ça, c'est le genre d'huile bien spécifique qui va pas s'étaler, qui va s'infiltrer, mais qui va pas s'étaler et qui va être injecté pile où on veut. C'est vraiment l'avantage de ce genre de présentation avec des aiguilles, c'est qu'on en met une micro-goutte exactement là où on veut et on passe à la suite et on n'aura pas de déconvenu, on va le ressortir de la poche et qu'il y aura de l'huile partout. On a parlé de Tough Glide pour protéger les surfaces. Si vous voulez une alternative biocompatible et beaucoup moins chère à Tough Glide, vous pouvez toujours partir sur de la cire. Pourquoi de la cire? Parce que la cire, on le sait tous, ça permet de protéger des sols, ça permet de protéger des carrosseries de voitures, ça permet de protéger des armes à feu, ça permet de protéger des lentilles, même plein de choses. Donc la cire, c'est génial. Ici, c'est de la cire pour chaussures, et j'ai pris cet exemple volontairement, parce que c'est pas cher, ça semble grossier, parce qu'on se dit, oui, mais c'est de la cire pour les chaussures, c'est dégueulasse, c'est pour les travaux, c'est pas pour les travaux de détail. En fait, si, ça peut très bien faire le travail. Donc, si, pareil, si vous avez du cuir, bien sûr, c'est pour les chaussures, si vous avez de l'acier, du bois, du plastique, n'importe quoi, vous pouvez y mettre de la cire, ça va rien dissoudre, ça va pas attaquer la surface, ça va pas dissoudre le revêtement, la peinture, l'époxy ou je ne sais quoi d'autre, c'est génial et ça protège très bien aussi, et c'est pas cher. Donc de la cire. Et ensuite, deux produits plutôt orientés armurerie, mais ce sont des philosophies. Les produits sont armurerie, mais les philosophies qu'ils représentent sont communes à tous les loisirs mécaniques. On parle de coutellerie, encore une fois, de vélo, de cyclisme, de ce que vous voulez, c'est commun. Donc encore une fois, deux produits ici. Ça, c'est Froglube. En gros, c'est du CLP, pour ceux qui savent. CLP, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Cleaner Lubricating Protectant. Donc c'est un truc qui, à la fois nettoie, dissout un petit peu, à la fois lubrifie, réduit la friction des surfaces, et en même temps protège une fois qu'on a fini le travail. Comme tous les trucs qui font tout le boulot en même temps, ça le fait pas parfaitement, mais ça le fait quand même très bien. Et le Froglube, c'est ça. L'avantage du Froglube, c'est que c'est biocompatible, ça sent très peu, ça a une petite odeur un petit peu mentholée qui est vraiment très discrète et qui n'est pas du tout désagréable. C'est biocompatible encore une fois, et ça sert pour absolument tout. Vous pouvez mettre ça sur les culasses de vos armes, par exemple. Vous pouvez mettre ça sur les poignets, sur les garde-mains. Vous pouvez mettre ça sur évidemment, les manches de couteau. Vous pouvez même vous mettre ça sur les mains. C'est pas fait pour, mais ça fait le taf. Et ça protège à moyen terme. Voilà. Et c'est biocompatible. Encore une fois, si c'est plaqué contre votre peau, si vous vous en servez pour de la consommation humaine, voilà, de la nourriture, des trucs comme ça, ça va éviter les empoisonnements. Donc, je ne vous dis pas de le faire. Utilisez de l'huile d'olive si vous faites ça, c'est quand même plus simple. Mais Froglube, c'est génial pour ça. Ça protège à moyen terme. Ça permet de préserver le matériel et ça évite d'avoir à refaire toutes les étapes diagnostic, nettoyage, abrasion de la corrosion, etc. toutes les 5 minutes parce qu'on a oublié de protéger ses lames. Ça, c'est super. Ensuite, en lubrification, là, on est sur de l'huile pour âme, c'est Lucas Oil. Il y en a d'autres qui font ce boulot-là, mais ça le fait très bien. Et ça se présente avec un petit dropper, comme ça, une petite aiguille, encore une fois. Donc ça, c'est génial pour appliquer la quantité que l'on veut, exactement où on veut, et pas faire d'erreur. Et l'avantage de ça, c'est que contrairement à tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, y compris le WD-40, il y a un gros avantage à ça, c'est que ça, c'est résistant à la température.
Voilà. Alors, il ne faudra pas non plus monter à 2000 degrés, d'accord, c'est pas de la graphite, mais c'est résistant à la température. Et ça peut être intéressant si vous l'utilisez, mettons, sur des outils qui chauffent, ou sur des outils qui vont être en contact, par exemple, avec du bois, avec des feux de bois, avec, mettons que vous avez une charnière de quelque chose, peut-être un trépied, un truc comme ça, que vous voulez garder lubrifié quand même, mais vous avez peur parce que ça va prendre la température, et bien ça, si vous ne l'exposez pas directement aux flammes, ça va beaucoup mieux fonctionner et rester présent beaucoup plus longtemps et garder son pouvoir lubrifiant beaucoup plus longtemps, ne pas se décomposer bien avant ce genre de choses par exemple. La stabilité dans la température et dans le temps, c'est avec ça que vous allez la trouver, pas avec du WD-40, pas avec de la cire, ce sera avec ça. Voilà. Petite note pour finir sur l'étape bouclage de boucle. Là, on a vu la protection, la lubrification, le stockage à moyen, court, long terme. On va voir aussi la stabilisation des éléments mécaniques. Comment on stabilise un élément mécanique? En fait, je pense surtout aux vis, les vis de pivot sur les couteaux pliants. Là, il n'y en a pas, mais les vis de plaquettes sur les couteaux fixes. Éventuellement, les vis d'étui, hein, si vous avez des Tech-Lock, si vous avez des Ulti-Clips sur vos étuis, il faut stabiliser ces vis pour éviter de les perdre, pour éviter que votre système se décompose entre vos mains quand vous vous en servez dans la forêt. Il n'y a pas de pire sensation, ça m'est déjà arrivé, ça vous arrivera aussi si ce n'est pas déjà le cas. Vous sortez votre couteau, vous apercevez qu'il vous manque une vis et que maintenant il trimballe de travers parce qu'on a perdu une vis bêtement, parce qu'on a omis de mettre du thread locker, de mettre de la Loctite, de mettre du frein filet sur ces pas de vis. Donc le frein filet, ce n'est pas une étape optionnelle, contrairement à ce que certains croient, c'est pas optionnel. Si vous vous servez de votre matériel, s'il va servir, que ce soit sur le terrain, dans la poche, au boulot, je ne sais où, le frein filet, c'est pas optionnel. Les détails sur le frein filet, je vais faire très court. Il y a le frein filet permanent, qui en fait ne l'est pas vraiment, mais permanent, et il y a le frein filet pas permanent. À moins que vous sachiez pourquoi vous l'utilisez, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de moi pour vous donner des leçons, à moins que vous sachiez pourquoi vous l'utilisez, vous n'allez jamais vous servir de frein filet permanent. Vous allez toujours utiliser du frein filet temporaire, qui va généralement être chez Loctite la couleur bleue, et qui, par exemple, ici chez Zap, va être aussi la couleur bleue, parce qu'ils ont imité le standard du marché, mais va être marqué medium strength, hein, d'accord? Donc le frein filet bleu, c'est génial. Comment ça fonctionne ce truc-là? En gros, le principe du frein filet, c'est que quand vous avez un pas de vis, hein, un pas de vis, c'est un pas de vis mâle dans un pas de vis femelle, en gros, hein, c'est ça, et ben vous avez des tolérances, c'est-à-dire des espaces entre vos surfaces. Et ces tolérances, quand elles sont soumises à des vibrations, vont vivre l'une par rapport à l'autre. Il va y avoir du mouvement, et quand il y a du mouvement, il peut y avoir du desserrage, voilà, tout bêtement. Le frein filet, c'est en gros de la mousse expansive, mais à échelle très très petite. Voilà. Donc en fait, vous mettez de la mousse expansive dans vos pas de vis, qui fait qu'elle va combler ces tolérances, empêcher la transmission des vibrations, la transformation des vibrations en mouvement, et donc empêcher la désolidarisation de vos pièces, tout bêtement. Les pièces ne vont pas migrer, elles vont rester statiques, ça va absorber. C'est comme un silent block sur une voiture, ça fait le même boulot, et ça a un léger pouvoir adhésif aussi, mais pas trop. Donc ne mettez pas l'étape du frein filet, et ce genre de bouteille-là, si vous la refermez correctement, que vous ne la stockez pas au soleil par 50 degrés, ça va vous faire 15 ans, minimum. Donc, ne mettez pas l'étape du frein filet, c'est super important, c'est pas cher, ça va vous éviter énormément de prise de tête dans l'avenir. Voilà. Frein filet. Bouclage de boucle par le frein filet, très important, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'entretien, sur l'aiguisage, etc. On pourrait faire mais des milliers d'heures de vidéos et des centaines de pages de contenu, et je ne suis pas le premier à le faire, je ne serai pas le dernier à le faire. C'est un sujet qui n'est pas épuisé et qui n'est peut-être pas épuisable, surtout avec les progrès des technologies de matériaux, les différents aciers, etc. aujourd'hui. On n'a jamais fini. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous prendre la tête. Si vous cherchez, si vous attendez le meilleur, si vous attendez le système parfait, le système le plus adapté, vous ne le trouverez jamais, parce que le marché et le sujet est toujours en évolution et toujours en mouvement. Donc lancez-vous plutôt que de vous prendre la tête. Lancez-vous. Voilà. Je vais clore la vidéo sur un petit système sympa, et j'ai introduit la marque Edge On Up. On n'en vend pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup en stock, donc c'est pas par volonté pécuniaire, intéressée, je ne sais quoi, pas du tout. C'est juste que ça, en fait, c'est trop bien. C'est un système qui vous permet de... Il a ses défauts, mais en gros, de mesurer le raffinement du tranchant d'un couteau. Là, on a parlé un petit peu général, maintenant on va revenir sur la coutellerie. Ça vous permet, de manière certifiée, avec une échelle de mesure officielle, voilà, qui est maîtrisée, qui est commune à beaucoup d'institutions qui se servent de ça. Il y a une raison. Ça vous permet donc de mesurer en gros le degré d'incisivité d'un tranchant. Donc comment ça fonctionne? Je vais faire super simple. Ça, c'est le modèle de base, le moins cher. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas cher, ça veut dire que c'est le moins cher.
Donc vous avez des petits clips comme ça. C'est juste des clips en U avec un filament entre les branches du U. Vous le mettez au milieu, vous mettez votre lame, vous avez probablement déjà vu ça dans les vidéos YouTube, vous mettez votre lame et tac, vous venez couper le filament. Voilà, c'est tout, comme ça, par pression vers le bas, on vient couper le filament, et ici vous avez une balance, tout simplement, qui va vous donner une valeur en grammes de pression. C'est tout bête, ça sert juste, c'est juste une balance de très haute précision, un peu spécialisée, qui vous permet de mesurer voilà, la masse de pression nécessaire pour couper un filament standard. C'est tout. Ça sert à ça, et ça vous permet de déterminer le niveau de raffinement de 1 mm de largeur, enfin de real estate, 1 mm de longueur de votre tranchant. Donc c'est ponctuel, ça ne vous permet pas de faire une moyenne du raffinement du tranchant sur toute la longueur de la lame, ça vous permet juste d'estimer le niveau d'agressivité d'un point donné sur un tranchant. Donc ça a ses défauts, ça a ses limites, mais il n'empêche que malgré ses limites, c'est un système irremplaçable. Ça, c'est le truc qui va vous éviter la prise de tête si vous aiguisez et que vous n'êtes pas sûr de votre résultat à la fin. Vous ne savez pas si vous avez progressé ou si vous avez régressé, ou vous ne savez pas si la pointe de votre lame est aussi bien travaillée que le ricasso de votre lame. Vous ne savez pas si vous avez bien réparti la même granulométrie sur toute la longueur d'un tranchant, par exemple. Toutes ces petits doutes qui viennent avec le manque d'expérience et qui s'éteignent avec la prise d'expérience vont être dissipés avec cette machine-là ou avec une machine de ce type. Parce qu'ils ont une gamme assez large, ils ont des machines beaucoup plus haut de gamme que ça, mais celle-là fait déjà le travail. Celles d'après le font aussi et le font mieux, mais celle-là fait déjà le travail, surtout pour un débutant. Si vous avez le budget, si ça vous intéresse, si vous avez la passion mécanique pour ce genre de choses, vous voulez vous lancer un petit peu dans l'aspect scientifique, très humblement, mais scientifique de l'aiguisage, ça c'est le genre d'outil qui est plus ou moins indispensable. Voilà. Donc c'est très bien, je l'ai mis à la fin, c'est une mention honorable, c'est pas nécessaire pour aucune des étapes, mais c'est drôlement rigolo de sortir son couteau, de savoir qu'il ne coupe plus rien parce qu'on essayait de couper des cartons il y a 5 minutes et que ça marchait pas, de le mettre à l'aiguisage, de travailler dessus pendant une bonne heure, de revenir et de s'apercevoir qu'on fait des scores à 10 grammes là-dessus et que le filament presque se sépare de lui-même de peur de votre tranchant. Ça, c'est vraiment une très très bonne sensation. Ça permet de continuer à se lancer dans l'aiguisage, de toujours investir, de toujours prendre le temps de s'appliquer, parce qu'on sait qu'on aura la satisfaction à la fin du processus d'arriver à un très très bon résultat sur l'échelle baisse qu'on a ici. Donc c'est cool, Edge On Up, ils font des balances pour vérifier la performance des tranchants. Comme tous les gens intelligents, avant de conclure, on remballe tous les trucs qui coupent, tous les trucs qui sont ouverts, on rebouche les bouteilles, on jette les chiffons, on laisse pas les flaques de WD-40 dissoudre la surface du bureau, n'est-ce pas, hein, voilà. On brosse un petit coup, tac tac tac, et une fois qu'on a fini, qu'on a bien tout rangé, on range son tapis de démontage, on s'assure qu'on n'a pas oublié une pièce, on s'assure qu'il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien par terre, et on aborde la conclusion de la vidéo. Donc je vous remercie énormément de m'avoir suivi jusque-là. C'était une première vidéo toute seule, comme ça, sans Sylvain. Donc c'est un petit peu dépaysant, et j'espère que ça vous aura plu. Je sais que la vidéo va être particulièrement longue. J'en suis à la fois désolé, et en même temps pas du tout, parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de lacunes quand même. Vous avez vu que j'étais très succinct, malgré tout. Je ne suis vraiment pas rentré en profondeur dans aucun des sujets. Si vous pensez que ce que je viens de faire, c'est pointu, ça n'allait pas du tout. Il y a des gens un million de fois plus renseignés que moi qui pourraient vous faire un discours juste sur les différents types d'alcool. et ça durait 10 heures. Donc croyez-moi bien que là on est sur des choses très succinctes. C'est pas parce que c'est succinct que ça marche pas, c'est pour ça que je suis resté sur des principes, pas forcément sur des objets, parce que les principes sont toujours vrais. les principes fonctionnent toujours, surtout quand on les garde dans le bon ordre et qu'on ne saute pas d'étape. Ne sautez pas d'étape, lancez-vous, soyez appliqués, soyez intelligents, ne soyez pas pressés, voilà. Et ça va fonctionner pour vous. L'aiguisage, c'est pas compliqué, l'entretien, c'est pas compliqué non plus. Il faut juste le faire, en respectant toutes les étapes, sans se prendre la tête, sans stresser et avec le temps de le faire. Voilà. Et je vous dis à la prochaine, évidemment à la compagnie de Sylvain cette fois. Je vais pas vous donner le sujet de la prochaine vidéo parce que ça va être excellent, on est plutôt content. Et à la prochaine, voilà. Ciao.